Vous regardez 64 minutes, place au débat de cette émission. Alors qu'un accord de paix pour l'Ukraine se négocie en ce moment même aux États-Unis, 64 minutes sort des tranchées des zones de combat pour se focaliser sur ces femmes qui recherchent leurs disparus. Mari, fils, frères, ces hommes qui ont disparu au front ou qui ont été enlevés. Alors ils se posent des questions, sont-ils prisonniers, morts? L'angoisse, l'attente, le combat aussi de ces femmes, il est au cœur de votre dernier film. Anne Poiré, bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice et fondatrice d'After War. Votre documentaire Les fantômes de l'Ukraine passe ce soir sur France 5 à 21h05. Une soirée qui sera consacrée à l'Ukraine avec un débat. Une guerre qui est au cœur de vos recherches. Bonsoir Anna Colin-Lebedev. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, donc maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes d'origine russe. Un mot d'ailleurs de cet accord de paix qui se négocie en ce moment aux États-Unis. Est-ce qu'il pourrait aboutir au détriment de Kiev? Est-ce que c'est un moment décisif? On a tellement dit ça qu'on se dit qu'on se trompe forcément. En réalité, on ne sait pas du tout quelle est la nature de ce qui est en train de se négocier, entre qui la négociation a lieu, quel est le poids respectif des différents acteurs dans la négociation. Il est certain que ce qui en sortira, ce ne sera pas un accord de paix qui réglera la guerre russe contre l'Ukraine. Ça, je pense qu'on n'a aucun élément qui nous permette de dire que ça permettra d'aboutir à ça. Il est possible que l'Ukraine soit mise véritablement sous pression, alors, par les États-Unis certainement, avec la main russe derrière également. Mais jusqu'à maintenant, en fait, l'Ukraine a été donnée complètement perdante, sans carte, à plusieurs reprises, et notamment au moment de ces échanges avec les Américains, mais aussi des moments de négociation. Je dirais que les Ukrainiens, eux, sont assez convaincus à la fois de la nécessité effectivement d'un cessez-le-feu pour pouvoir avancer, mais aussi de leur conviction de devoir continuer leur guerre parce que la Russie ne compte pas s'arrêter. Voilà, des négociations donc en cours à Miami, on vient de voir ces images et Volodymyr Zelensky sera demain à Paris. Il sera reçu par Emmanuel Macron. Et dans cet accord de paix, il y a bien sûr la question des cessations des territoires occupés par les Russes. Si c'est le cas, ça aura des conséquences sur la population, mais aussi pour ces femmes qui cherchent leurs proches disparus. Des femmes que vous avez donc suivies, Anne Poiré, enfin quelques-unes. On va regarder cette bande-annonce de votre film Les fantômes de l'Ukraine. Sur la coque, c'est votre mari? Oui, c'est mon mari. Comme ça, il est toujours avec vous. Oui, il est toujours avec moi. Aujourd'hui, on ne te sépare plus de son téléphone. C'est très beau. Vous avez vécu longtemps ensemble? 3 ans. Pas tant que ça. On s'est mariés 12 jours avant la guerre. Depuis quand est-il... Il est porté disparu depuis le 16 janvier. Les 2 premiers mois, j'ai pratiquement pas dormi. Ils m'ont dit que mon mari était porté disparu. Et depuis, chaque jour, je me demande, il est vivant ou il est mort? Vous suivez 3 femmes, 3 Ukrainiennes, Ludmila, Loudeshka et Tetiana. Et c'est vrai que le parcours de Ludmila est saisissant, vraiment impressionnant, sa détermination. Les disparus, ces fantômes, ils hantent tous les terrains de guerre. C'est ce qui vous intéresse, vous, en tant que journaliste, documentariste? Oui, c'est un angle mort de tous les conflits, de toutes les après-guerres. Ce sont des personnes qui sont ni vivantes ni mortes, qui ont disparu pendant le conflit, et que les femmes, parce que généralement, la plupart du temps, dans tous ces conflits, ce sont des femmes qui cherchent leurs époux, leurs maris, leurs fils, leurs frères, leurs sœurs parfois aussi. Il y a beaucoup de femmes qui disparaissent, bien sûr, mais c'est vraiment assez genré comme problématique. C'est toujours des femmes qui cherchent partout dans le monde, dans tous les conflits. Et en Ukraine, et donc ces personnes qui sont ni vivants ni morts, là, souvent pour les États, on pense qu'ils sont morts, mais pour les familles, tant qu'on n'a pas un corps, tant qu'on ne sait pas, en fait, c'est absolument insoutenable. Et en Ukraine, ce qui est très particulier, c'est que donc il y a à la fois des disparus, des soldats, des disparus, des hommes qui disparaissent sur le front. On ne sait pas très bien s'ils sont morts et on n'a pas encore accès à leur corps, ou s'ils sont faits prisonniers et
peut-être réapparaîtront-ils. Et il y a aussi ce qu'on appelle les disparitions forcées, c'est-à-dire que c'est des civils qui, dans les territoires occupés par la Russie, sont enlevés, sont mis en prison. Et est arrivé au mari de Tetiana. Voilà. Et on n'a pas de nouvelles et on ne sait pas. Et c'est une façon de terroriser les gens, parce que si on demande des nouvelles et qu'on habite sur ce territoire, on risque de disparaître aussi. Donc il y a ces deux disparitions, ces deux formes de disparition qui cohabitent en Ukraine. Mais ce qu'il y a d'unique avec l'Ukraine, c'est qu'au lieu d'attendre la fin du conflit pour rechercher les gens, elle le fait dès maintenant. Oui, comme elle l'a fait aussi, elle mène des enquêtes pour les crimes de guerre. C'est ça qui est assez impressionnant, cette capacité. C'est aussi une forme de résistance pour vous, Anna Colin-Lebedev? Évidemment, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont engagés, je dirais, d'une manière extrêmement consciente dans tout un tas de choses qu'on a fait après la guerre dans d'autres conflits armés, dans le travail de mémoire, dans la réintégration des vétérans. Là aussi, c'est souvent fait après la guerre, dans l'écriture de l'histoire de cette guerre. Par exemple, mes collègues chercheurs et chercheuses sont actuellement en train de collecter à vif et à chaud les témoignages à différentes époques de différentes personnes affectées par la guerre en disant on aura besoin de le faire et on le fait dès maintenant. Et c'est inédit, ça. C'est vraiment une démarche inédite qui se voit en Ukraine. On va rappeler, alors ce chiffre, la Croix-Rouge suisse parle de 146 000 disparus. Donc c'est des deux côtés. Des deux côtés, ouais. Voilà. Et alors donc les Ukrainiens, c'est plus... Voilà, eux, ils donnent très peu de chiffres, personne donne beaucoup de chiffres, mais les Ukrainiens donnent ce chiffre de 73 disparus en mars. Donc on peut imaginer que ça a beaucoup augmenté depuis, malheureusement. Alors donc c'était important de suivre 3 femmes vraiment que vous avez suivies sur 3 ans. Voilà, avec des cas différents. Vous êtes toujours en contact avec elles. Oui. Certaines ont eu la joie de revoir leur mari, d'autres non. Oui, c'est ça. En fait, l'horreur de la disparition, c'est qu'on ne sait pas, et donc on ne peut rien faire. Enfin, il y a très peu de choses qu'on puisse faire, et donc pour pouvoir donner un peu la mesure de ce que ça veut dire pour des gens de chercher des disparus, il fallait que le temps passe. Et donc on a commencé à tourner à l'été 2023, et pendant 2 ans, on a suivi un certain nombre de femmes. On a gardé pour le film 3 parcours, parce que ce sont 3 parcours très différents. Il y a effectivement une femme qui a la chance de retrouver son mari sur des vidéos, qui est en réalité prisonnier au bout de 6 mois, et qui mettra plus de 2 ans, enfin 1 an et demi à revenir, à être échangée. Et puis voilà, deux autres femmes pour qui ça se termine beaucoup plus dramatiquement. Mais voilà, parce qu'en Ukraine, comme il y a ces échanges de prisonniers, ce qui est à nouveau assez inédit entre les Russes et les Ukrainiens, ils n'ont pas du tout fait ça entre 2014 et 2022, les choses étaient très différentes, les échanges étaient au compte-gouttes, mais depuis 2022, les échanges sont massifs. Et comme les listes russes des prisonniers ne sont pas exhaustives, on ne sait pas exactement qui sont dans ces prisons. Il y a l'espoir que des hommes ou des femmes vont réapparaître. Et de fait, nous, on a filmé un homme qui a été disparu pendant plusieurs mois, pendant quasiment 1 année, et qui tout d'un coup est réapparu sur une liste du CICR, et qui quelques semaines plus tard a été échangé. Anna Colin-Lebedev, c'est vrai que ce qui frappe aussi, on l'évoquait, les téléphones. D'ailleurs, ça commence avec ça, le téléphone, les images. C'est ça aussi, la guerre en Ukraine, elle a ça d'inédit qu'on peut tout suivre. Et ce qui est, alors, avec le vrai et le faux. C'est toujours le même problème. Je pense que ce n'est pas inédit, mais la guerre en Ukraine est conduite par un pays européen qui a les mêmes modes de vie que nous. Et donc, en fait, oui, le téléphone portable, il y a un rôle très important. Alors, à la fois dans la communication entre le front et l'arrière, et ça, c'est très intéressant, parce qu'en l'occurrence, justement, il y a bien évidemment de la manipulation, mais ça crée aussi une espèce de compréhension par tous les Ukrainiens à l'arrière du front de ce qui est en train de se passer, en fait, sur la ligne de front, parce qu'ils sont en échange constant avec leurs proches et pas seulement des membres de leur famille. Mais il y a aussi tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui passent par les téléphones portables et qui assurent par exemple la sécurité des Ukrainiens. Je pense à ces softwares élaborés en quelques dizaines d'heures en fait après l'agression russe contre l'Ukraine et la tentative d'invasion, qui alertent les Ukrainiens sur l'attaque aérienne, qui les informent sur ce qui est en train de leur arriver dessus, qui leur donne des adresses de l'abri le plus proche. Ça a été fait par le bas, par exemple par une entreprise qui développait auparavant des jeux vidéo. Donc c'est une guerre en fait qui va aussi s'approprier tous les outils qui sont les outils de la vie civile, mais les mettre au service de la défense, de la protection. Et alors Ludmila, l'une de vos héroïnes, si on peut dire, parce qu'elle c'est une héroïne dans un sens, elle décide de passer le cap, c'est-à-dire qu'elle prend les armes et elle décide d'aller au front pour retrouver son mari. Oui, Ludmila a une obsession. Son mari a disparu à Bakhmout en janvier 2023 dans une des batailles les plus
atroce de ce conflit. Et donc, le territoire n'étant pas accessible, elle veut faire quelque chose, elle veut être active, parce que c'est ça qui est terrible, en fait. C'est comme on ne peut rien faire. Beaucoup de femmes essayent d'être actrices de ce drame. Et donc, dans un premier temps, elle visitait des soldats blessés. Et puis, à un moment donné, elle a vraiment eu cette obsession de faire partie des unités de recherche qui cherchent des corps pour pouvoir identifier des dépouilles et puis éventuellement aussi des dépouilles russes qui peuvent être échangées avec l'idée que si un jour Bakhmout est à nouveau ukrainienne, elle pourra aller à Bakhmout pour retrouver son mari. Et donc elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire partie de ces unités en tant que civile. Et donc elle décide un jour de s'engager pour devenir militaire et avoir l'espoir de faire partie de cette unité. Et ce qui frappe dans ce film, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, c'est les silences. Il y a beaucoup de silence et de calme, de solitude peut-être, enfin souvent. C'est aussi montrer l'autre aspect de la guerre, ce qui n'est pas souvent montré. Effectivement, il y a les silences, mais il y a aussi tous ces gens qui en fait entourent ces femmes aussi, et la manière dont elles-mêmes s'organisent. Et ce film le montre très bien. Et l'État est là aussi pour donner un certain support institutionnel dès maintenant, en fait, pour que précisément ces moments de solitude qui sont bien évidemment terribles en contexte de guerre et qui sont inévitables, et la solitude demeure après le retour même des combattants d'ailleurs, parce que celui qui revient n'est pas celui qui est parti, n'est jamais celui qui est parti. Hein, c'est une personne profondément transformée. Mais on a des groupes, des institutions, de la solidarité qui permettent de limiter un petit peu cette solitude face à l'insoutenable. Et justement, il y a des réunions de femmes. On va voir un extrait où, avec un témoignage là aussi extrêmement poignant. Regardez. Moi, ma situation est inverse. On m'a rendu un cercueil, mais ils ne m'ont pas montré d'ADN. Rien. J'ai demandé à l'ouvrir, mais ils ont refusé et ils l'ont enterré. 4 mois et demi plus tard, je trouve sur Internet une photo de lui en captivité. Maintenant, je me bats de toutes mes forces. Et j'ai ici toutes les preuves. Je me bats pour qu'il soit inscrit sur la liste des échanges. Personne ne peut me faire ça. Ils vous ont remis sa dépouille sans ADN et malgré l'ordre d'identification, aucun échantillon biologique n'a été prélevé? Au premier enterrement, aucun. En plus, après avoir trouvé sa photo, je suis allée à la police et j'ai fait une déclaration. Le corps a été exhumé. Lorsqu'ils l'ont examiné, ils n'ont pas trouvé sa cicatrice d'appendicite. Alors, on comprend mieux ce travail de fourmi, hein, de récolter des preuves et de se faire entendre aussi par les autorités. Ça nous fait penser aussi à ces échanges au Proche-Orient avec trouver les dépouilles. Ça va peser aussi plus tard, ou déjà peut-être aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine. Se retourner, vous n'avez pas rendu les bons corps, vous n'avez pas fait les bonnes démarches? Alors, il y a des échanges de prisonniers, donc des hommes vivants, qui sont très secrets, entourés de négociations très complexes, qui ne sont pas régulières, dont parfois on ne sait rien, parfois tout d'un coup il y a des retours massifs. En mai, il y a 1000 hommes qui sont rentrés. Et puis, dans l'ombre, et pour le coup le CICR est présent, il y a des échanges de corps, tous les mois, énormément de corps qui sont échangés. Mais une fois qu'effectivement ces corps reviennent, démarre pour les autorités vraiment quelque chose qui est extrêmement complexe pour tous les pays, même les plus développés. Et pourtant, l'Ukraine a des structures, elle a des gens formés, elle a du matériel, il y a des organisations qui les aident aussi, qui leur donnent, bien sûr, c'est jamais assez. Mais quoi qu'il arrive, identifier un corps qui a pu rester 2 ans dans la terre, c'est extraordinairement difficile et complexe, et ça va prendre énormément de temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui, quoi qu'il arrive avec le conflit, qui va hanter ce pays pour les années à venir. Et effectivement, ça pose la question de comment vivre avec tous ces disparus, ces fantômes. Là, l'Ukraine, ces fantômes, elle les connaît et elle va devoir vivre avec. Alors peut-être pour ajouter un petit élément à ce que vient de dire Anne Poiret, un certain nombre de ces personnes qui sont faites prisonniers par les Russes n'ont pas un statut de prisonnier de guerre. Ils vont être accusés de terrorisme et donc ils vont être des détenus de droit commun en Russie, parfois envoyés d'ailleurs dans des centres de détention qui sont des prisons ordinaires et qui ne sont pas des centres de détention destinés aux prisonniers, donc en violation des conventions de Genève. Ce qui veut dire que ces gens-là, en fait, ne sont pas susceptibles d'être échangés. Parce que pour la Russie, il ne s'agit pas de soldats en fait, qui peuvent rentrer chez eux. Et même si, par exemple, dans les accords qui sont en train d'être négociés, on dit échange des prisonniers de guerre tous contre tous, l'Ukraine rendra sans doute
tous les prisonniers de guerre, mais la Russie va en garder un certain nombre qui vont être encore plus des fantômes et encore plus à l'ombre, car ils seront complètement dilués en fait un petit peu partout sur le territoire russe. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le retour est difficile. Vous le montrez dans ce film, et il y a aussi ce témoignage d'un soldat qui évoque sa culpabilité d'être un survivant. Oui, bien sûr, c'est loin d'être simple. Et encore, la personne qu'on a filmée est rentrée avec toute son intégrité physique. Il n'est pas rentré blessé physiquement, mais psychiquement, on l'a revu un an après. Et effectivement, on voit bien qu'il est rentré, mais il est complètement décalé par rapport à la société. D'ailleurs, il a fini par quitter l'armée. Et il se sent finalement coupable par rapport aux hommes qu'il a laissés derrière lui, à ses compagnons d'armes qui, eux, sont restés. Et il y a celui aussi et après la difficulté aussi de se réinsérer, même avec sa famille, avec ses proches, même quand on retrouve son mari, c'est pas aussi, évidemment, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Non, c'est compliqué. C'est des hommes qui rentrent, vous l'avez dit, qui rentrent pas, sont pas les mêmes que ceux qui sont partis, et ils rentrent lourdement blessés et psychiquement. C'est très très compliqué. Et il y a beaucoup de choses qui commencent à être prévues d'ailleurs. C'est jamais assez, mais en tout cas, ils se préoccupent de ça pour accompagner. Les hommes ne rentrent pas directement. L'Oudechka qu'on a filmé pendant 2 ans, son homme a fini par rentrer pendant l'été. Il n'est rentré chez lui finalement complètement qu'il y a quelques jours. Jusqu'à présent, il ne venait que le week-end et il est encore avec un traitement assez lourd parce qu'il faut leur offrir des sas. On ne revient pas comme ça dans une famille immédiatement. Est-ce qui peut expliquer que les Ukrainiens n'ont pas du tout envie de laisser le champ libre? Ils ont déjà payé un lourd tribut avec cette guerre. Bien évidemment, et la maltraitance dont font l'objet des prisonniers, les tortures dont ils font l'objet sont systématiques. Donc laisser en fait leurs concitoyens aux mains de la Russie, c'est aussi se dire qu'on ne laisse pas juste sous l'administration d'un autre État, mais qu'on les expose à la violence. Merci à vous deux d'avoir participé à ce plateau de 64 minutes. Les fantômes de l'Ukraine, c'est à voir ce soir sur France 5 à 21h05. Et bien sûr, ça sera en replay sur la plateforme de France Télévisions. Merci encore infiniment à vous deux. Merci beaucoup.